Est-ce que tu savais que l'un des sacs les plus iconiques au monde, à la base, c'était fait pour transporter du champagne? Ouais, du champagne. Pas des documents hyper importants, pas un ordinateur, du champagne. Et ça, c'est juste l'une des anecdotes de l'histoire de Louis Vuitton. Alors, si ça t'intéresse, je te laisse t'installer confortablement et c'est parti pour l'histoire de Louis Vuitton. Le 4 août 1821, Louis Vuitton voit le jour dans un petit village du Jura, à Anchey. Il naît dans une famille modeste et à 16 ans, il décide de faire ses valises et d'aller à Paris à pied. Ouais, t'as très bien entendu, à pied. Il était vraiment très motivé. Et on parle vraiment d'un long trajet hyper épuisant pour un gamin de l'époque, parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de covoiturage, il y a juste sa détermination. Et c'est le cas de le dire. Il arrive à Paris en 1837. Et là, au lieu de foncer tête baissée pour créer sa marque, il décide de faire tout autre chose. Il devient apprenti chez un certain Romain Maréchal, spécialiste des malles et de l'emballage des bagages. Et retiens bien ça, Louis Vuitton n'a pas commencé par créer sa marque, il a commencé par apprendre un métier. Tu vas me dire logique. Et il a 17 ans, qu'il passe presque 2 décennies à apprendre à emballer, à fabriquer et à protéger les bagages des gens fortunés. Et pendant ce temps, le monde y change. Le chemin de fer se développe et l'aristocratie voyage de plus en plus. Et il y a un problème énorme que personne n'a encore résolu. Les bagages à l'époque sont lourds et encombrants et franchement très pénibles à transporter. Et là, Louis, il commence à apprendre un truc fondamental. Le luxe peut naître d'un simple problème fonctionnel résolu intelligemment. En 1854, Louis, il a 33 ans et il ouvre sa propre boîte. Et son adresse, c'est 4 rue Neuve des Capucines, à 2 pas de la place Vendôme, le quartier chic, évidemment. Mais spoiler alerte pour tous ceux qui pensent que Louis Vuitton a toujours été une marque de sac à main, non. À l'époque, Louis Vuitton, il fabrique des malles. Point. Et il a un objectif ultra simple, les rendre plus pratiques que tous ceux qui existent déjà. Bon, laisse-moi t'expliquer pourquoi l'invention du couvercle plat pour un bagage, c'est une révolution à l'époque. À l'époque, les malles de voyage ont un couvercle bombé. Pourquoi? Pour résister à l'eau, tout simplement. Sauf qu'il y a un énorme problème. Tu peux pas les empiler. C'est impossible de les empiler. T'imagines devoir transporter 10 malles bombées sans pouvoir les empiler les unes sur les autres pour que ce soit plus pratique. Et là, Louis, il regarde les malles et il se dit: mais pourquoi le couvercle, on le ferait pas plat? Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'est quand même une innovation. Et il utilise du peuplier, un bois léger, recouvert d'une toile imperméable. Il a la première règle de Louis Vuitton qui va traverser plus d'un siècle. Le produit doit être beau, mais surtout, il doit régler un problème. Le succès, il arrive vite. Très vite. Et comme tous les succès, il attire les copieurs. En 1872, Louis, il abandonne sa toile grise pour une toile rouge et beige, rayée, puis beige et marron. Et il fait même breveter ses motifs. Sauf que les copies, ça continue quand même. Et retiens ce point parce que le fameux monogramme qu'on connaît tous aujourd'hui, il va littéralement répondre à la contrefaçon. En 1859, le succès de Louis Vuitton grandit tellement vite qu'il a besoin de plus d'espace. Et il installe ses ateliers à Asnières-sur-Seine. Et c'est pas un hasard, parce que la ville, elle est tout simplement reliée à Paris en train et à la Seine. Et ça, c'est parfait pour acheminer le bois de peuplier. L'atelier démarre avec 20 employés. En 1900, elle en compte une centaine. Et en 1914, elle compte environ 225 personnes. Et petite anecdote, la maison familiale de Louis Vuitton se trouve encore aujourd'hui sur ce même site. Asnières reste associée aux commandes les plus spéciales de la maison. C'est littéralement un bout de l'ADN historique de la marque encore vivant aujourd'hui. En 1867, il y a l'exposition universelle de Paris. Louis Vuitton y participe, présenté comme emballeur et fabricant de malles de voyage. Et il repart avec une médaille de bronze. Mais le plus important, c'est ce que ça révèle. Louis Vuitton a déjà compris qu'un bon produit ne suffit pas. Il faut être vu et être reconnu, être associé à l'excellence et toucher une clientèle internationale.
Louis a un fils unique, Georges, qui naît en 1857. Et à 16 ans, parce que visiblement 16 ans, c'est l'âge où tout se passe dans cette famille, Georges commence son apprentissage à Asnières. En 1880, il prend progressivement les rênes du magasin de la rue Scribe. Et Georges va faire quelque chose d'essentiel, transformer une entreprise artisanale en véritable marque identifiable. En 1855, il ouvre son premier magasin à l'étranger à Londres, sur Oxford Street. La stratégie est claire, ne plus être un simple fabricant français et devenir une référence mondiale du voyage. En 1888, il fait encore face aux copies qui continuent. Georges crée la toile damier, le fameux motif beige et marron. Et pour la première fois, le nom Vuitton apparaît directement sur la malle. Marque L. Vuitton déposée. Bon, celle-là, c'est mon anecdote préférée de Louis Vuitton. Georges et Louis développent une serrure à plusieurs gorges, extrêmement résistante, brevetée à la fin des années 1880. Et là, la légende raconte que Louis Vuitton aurait proposé à Houdini de s'échapper d'une malle fermée par cette serrure. Et on raconte que Houdini ne l'aurait jamais fait. Et ça, c'est du marketing absolument génial. Parce que du coup, Louis Vuitton, il vend plus juste une malle hyper solide, mais il vend une malle dont la serrure est assez réputée pour faire peur à Houdini. En 1892, Louis Vuitton meurt. Et du coup, Georges y reprend les commandes totales. Et 4 ans plus tard, en 1896, il prend une décision qui va marquer l'histoire de la mode. Il crée le monogramme. Le LV entrelacé, fleur stylisée, forme géométrique. C'est un hommage direct à son père. Mais attention, ce n'est pas que joli. C'est encore une fois de plus une réponse aux différents copieurs dont il fait face. Georges veut un motif tellement distinctif qu'il veut que ce motif soit directement associé à la maison. Et spoiler, on peut dire qu'aujourd'hui ça a plutôt bien marché. Une petite précision, contrairement à ce qu'on entend parfois, le monogramme n'a pas qu'une seule source d'inspiration. On parle d'art nouveau, de japonisme, d'art héraldique gothique, de motifs géométriques et même de l'environnement artistique de la famille. Et là, on arrive à la partie que la plupart des gens ignorent complètement. Louis Vuitton s'est mis à créer des malles pour des usages ultra spécifique. Une malle avec plusieurs compartiments pour uniquement transporter des chaussures, des accessoires. Pour le chef d'orchestre Léopold Stokowski, littéralement un bureau portable, tiroir, étagère, un espace pour une machine à écrire, une table escamotable. Ensuite, une malle pour transporter des bouquets avec un intérieur en zinc pour garder l'eau. Ce que ça nous dit, c'est que Louis Vuitton n'a jamais vendu juste de simples bagages. La maison crée des solutions de voyage sur mesure complètement dingues pour l'époque. En 1930, le Kippel arrive, finit les malles rigides et lourdes et place un sac souple et facile à transporter. Le voyage moderne commence et Louis Vuitton s'adapte. En 1932, Gaston Louis Vuitton crée le Noé. Et là, on revient à mon hook du début. Le Noé n'est pas pensé à la base comme un sac à main. Il est conçu pour transporter plusieurs bouteilles de champagne et de les maintenir à leur place. Donc oui, un des sables les plus célèbres de Louis Vuitton, à la base il a été créé pour transporter du champagne. Et je sais, l'anecdote c'est cadeau, tu pourras la ressortir en soirée si tu veux briller en société. Pendant longtemps, la maison Louis Vuitton reste une maison de voyage et de maroquinerie. La bascule vers la mode se fait progressivement. Dans les années 1950, le monogramme commence à apparaître sur des pièces plus souples. Le Speedy, le Kippel, le Noé deviennent des objets du quotidien et plus seulement des équipements de voyage. Et là, le virage il est énorme parce que Louis Vuitton passe du voyage à la vie de tous les jours. En 1977, Henri Racamier prend les commandes de l'entreprise familiale. Son idée, c'est que Louis Vuitton doit contrôler sa propre distribution. Au lieu de dépendre des distributeurs externes, la maison développe son propre réseau de boutiques. Résultat, contrôle total sur l'expérience client, les prix, la présentation et l'image de marque. En 1984, Louis Vuitton rentre en bourse. En 1987, c'est la fusion avec Moët Hennessy, ce qui donne la naissance de LVMH. À ce moment-là, le groupe compte 10 maisons, 12 000 collaborateurs et environ 3 milliards d'euros de ventes. Et c'est là qu'un nom qu'on connaît tous entre en scène, Bernard Arnault, qui prend la tête du groupe en 1989. Sa stratégie, c'est de racheter des maisons historiques et de les faire grandir sans détruire leur identité. En 1997,
Louis Vuitton nomme Marc Jacobs comme directeur artistique. L'objectif, c'est de vraiment faire entrer la maison dans la mode. Prêt-à-porter, défilé, collaboration artistique. Et Marc Jacobs, il comprend un truc essentiel. Pour rendre une marque désirable auprès des nouvelles générations, il ne faut pas effacer son passé, mais il faut le réinterpréter. Et sous son impulsion, le monogramme devient un vrai terrain de jeu artistique. En 2001, Stephen Sprouse le recouvre de graffiti, puis viennent Murakami, Richard Prince, Yayoi Kusama, Jeff Koons. Et c'est là que la stratégie, elle devient brillante. Au lieu de traiter son logo comme un truc figé, Louis Vuitton dit littéralement « Voilà notre code, maintenant montre-moi ce qu'un artiste peut en faire ». Résultat, le même symbole devient tour à tour classique, pop, streetwear artistique, futuriste. Le code reste, mais l'interprétation change. En 2013, Nicolas Ghesquière devient directeur artistique femme avec ce fameux équilibre entre archives et innovation contemporaine. Et en 2018, une première, Virgil Abloh devient directeur artistique homme et devient le premier directeur noir chez Louis Vuitton. Il fait entrer la maison encore plus profondément dans le streetwear, le hip-hop, les sneakers, la culture internet. Mais malheureusement, Virgil Abloh nous quitte en 2021. En 2023, Louis Vuitton choisit encore une figure de la culture populaire, Pharrell Williams, et il devient comme directeur créatif homme. Ce que ça révèle, c'est que Louis Vuitton n'est plus une simple maison de maroquinerie, mais elle devient un territoire culturel. Mode, musique, art, célébrité, architecture, voyage. Alors, si tu me résumes toute cette histoire, il y a 6 piliers comme quoi Louis Vuitton, c'est devenu Louis Vuitton. L'innovation, le savoir-faire, l'identité visuelle, l'exclusivité, l'héritage et la culture. La marque nous montre qu'il ne faut jamais choisir entre héritage et modernité, qu'il faut faire de l'héritage la matière première de la modernité. Et c'est exactement ce qui permet à une marque d'avoir plus de 130 ans d'histoire et de ne jamais paraître vieille. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te laisse évidemment t'abonner pour me soutenir si tu en as envie et pour ne pas louper d'autres vidéos parce que ce serait quand même dommage. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, je te dis à la prochaine!